Donc aujourd'hui on va continuer le cours donc, sur la place de la femme, sur l'évolution de la place de la femme dans la société française. Et aujourd'hui on va voir quel droit la femme va encore vouloir conquérir, d'accord? On a vu dans le dernier cours le droit de vote, d'accord? Et ici on va s'intéresser davantage au droit qui la concerne de façon personnelle, hein, dans sa vie privée, d'accord? Alors, je vous laisse prendre donc la page 12, donc on va commencer ce cours. Et donc le premier document que vous avez, donc qui est le document 1, ce document va vous parler du mouvement féministe qui naît au XXe siècle. Dans ce mouvement féministe, on va voir que les femmes veulent de nouveaux droits. On a vu donc le droit de vote, on va voir également très rapidement, hein, on le reverra dans une prochaine partie du cours, la volonté d'avoir un salaire équivalent à celui des hommes, hein, elles vont réclamer un travail égal, salaire égal. Et puis effectivement il va y avoir aussi des demandes dans le domaine de la vie privée, à savoir le droit à la contraception et à l'avortement, puisque dans les années 60, la contraception, je ne parle pas de l'avortement, donc la contraception, c'est encore quelque chose qui est interdit en France. Il faudra attendre 1967 et la loi Neuwirth pour que la contraception soit autorisée, d'accord? Donc ça, je vous en reparlerai. On en reparle dans un autre document. Donc je vous laisse lire le premier document et vous aviez une question pour ce document qui était la suivante. Quelles sont les revendications des femmes au XXe siècle? Et bien c'est parti. Les femmes ont des revendications dans le domaine du travail, donc à travail égal, salaire égal, des droits civiques, c'est le droit de vote, et dans la vie personnelle, le droit à la contraception et à l'avortement. Pour refaire un petit bilan sur justement les nouveaux droits que les femmes ont acquis au cours de ces années, je vous ai mis donc le document 2 où vous avez une toute petite chronologie avec seulement 4 dates et où on voit un petit peu que finalement les lois qui ont fait évoluer la condition féminine sont relativement récentes puisqu'elles datent des années 60 voire des années 70, d'accord? Donc c'est très récent à l'échelle de l'humanité, c'est hier, d'accord? Donc prenez donc le document 2, vous voyez hein, qu'en 1965 la femme a désormais le droit de travailler, de voyager, d'ouvrir un compte et de disposer de son argent sans l'accord de son mari. En 1967 c'est la loi Neuwirth qui autorise la contraception, on en reparlera dans un document un petit peu après. En 1970 l'autorité parentale est désormais conjointe, il n'y a plus la notion de ce qu'on appelait auparavant le chef de famille, hein. C'était seulement le père qui avait cette responsabilité de chef de famille et qui eh bien, avait le pouvoir administratif hein, sur ses enfants, d'accord? C'était pas la mère. Et ensuite en 1974, c'est donc la loi Veil qui autorise l'avortement, et la loi Veil, on va en reparler un petit peu plus longuement dans le cours qui arrive, d'accord? Donc deux questions très rapides pour ce document-là. Quels domaines de la vie des femmes sont concernés par ces lois? Eh bien c'est parti. On va fonctionner par tiret, d'accord, ça ira plus vite. Donc premier tiret, l'égalité civile, donc le droit de travailler, hein, de gérer ses biens, d'ouvrir un compte. Deuxième tiret, la maîtrise de la fécondité, avec la pilule contraceptive et l'avortement. Et enfin, troisième tiret, sa position au sein de la famille, avec l'autorité conjointe. Voilà. Et donc, dans la troisième question, on peut se demander quelles ont été les conséquences de ces lois dans la vie des femmes. Eh bien, ça va tout changer. Particulièrement, alors elles vont toutes avoir une incidence hein, forcément, mais il y en a une qui va avoir plus d'incidence que l'autre, c'est la loi sur la contraception. La loi sur la contraception va permettre aux femmes eh bien, d'avoir un enfant quand elles le souhaitent. Et ça va être quelque chose qui va relativement leur changer la vie, d'accord? Puisqu'elles vont pouvoir auparavant rentrer dans le monde du travail plutôt que de s'occuper de leurs enfants, d'accord? Donc voilà, on va voir dans les années 60, 70, 70 surtout, hein, une très grande part de femmes qui vont accéder au monde du travail, d'accord? Et oui,
elles n'ont pas forcément d'enfants desquels il faut s'occuper, d'accord? Donc pour la question 3, je vous donne la réponse. Cela entraîne une véritable révolution de la condition féminine. Elles deviennent aux yeux de la loi les égales des hommes. Elles peuvent disposer de leur corps et on observe une entrée massive des femmes dans le monde du travail. C'est donc bien ce que je disais. Voilà, ça c'était pour une intro rapide un petit peu au sujet qui va vraiment nous intéresser nous aujourd'hui, qui est donc l'IVG. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, appelée aussi avortement. D'accord? Alors cette loi, qu'on va appeler loi Veil, du nom de la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, qui va avoir fait passer cette loi, d'accord? Elle date de 1974, cette loi. Mais pour comprendre cette loi, il faut repartir un petit peu avant, et donc je vous propose de prendre le document 1, qui est un tract qui date de 1972. Dans ce tract, que je vous laisserai lire, vous allez faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Marie-Claire, qui a 17 ans, et qui va être jugée pour avoir avorté. Et oui, l'avortement est passible des tribunaux, d'accord, en 1972, vu qu'on est avant la loi sur l'avortement. Et ça commence un petit peu à gronder dans les rangs, d'accord. Parmi les femmes, et même aussi, attention, il y a certains hommes qui soutiennent la cause féministe, d'accord. Et cette affaire fait particulièrement de bruit, d'accord, non pas parce qu'il s'agit d'un avortement, non pas parce que cette jeune fille a 17 ans, même si ça joue également, d'accord, mais ce qui gêne, c'est que cette jeune fille se retrouve dans cette situation-là parce qu'elle a été une victime auparavant, d'accord. Marie-Claire a été violée, voilà, lorsqu'elle avait 16 ans. De ce viol, elle est tombée enceinte et on peut comprendre qu'elle n'ait pas souhaité garder l'enfant et a donc décidé d'avorter de façon illégale, j'insiste bien, c'est complètement illégal, d'accord, en 1972. Et elle se retrouve donc accusée, d'accord, d'avortement, quelque chose d'interdit en France. Et ça gêne. Ça gêne l'opinion publique parce que finalement c'est elle la victime de la situation et c'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés. D'accord ? Donc de nombreuses femmes et des hommes également vont se réunir en une association qu'on appelle l'association Choisir. C'est eux qui sont à l'origine du tract, d'accord ? Et ces hommes et ces femmes vont militer pour le droit à l'avortement. D'accord ? Donc je vais vous laisser lire le texte, enfin le tract. Vous voyez qu'il est fait en deux parties. Dans la première partie, il y a ce que le tract va dénoncer, d'accord ? Et dans une deuxième partie, hop, ici, il y a ce que le tract va demander, d'accord ? Alors, dans ce que le tract dénonce, eh bien, il va y avoir plusieurs choses, d'accord ? Vous lirez le texte, là je me contente simplement de vous expliquer. Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord le fait que la société est un peu aveugle de la situation, puisqu'on vous dit que l'avortement, il existe en France. Et oui, c'est une réalité, d'accord ? En 1972, l'avortement existe. Des femmes se font avorter tout le temps, d'accord ? On vous dit, comme 1 million d'autres femmes en France chaque année, d'accord ? On estime qu'il y a 1 million de femmes qui se font avorter chaque année en 1972. Ça veut dire que ça existe. Même si c'est illégal, les femmes le font. C'est qu'elles ont des raisons de le faire, d'accord ? Et elles en trouvent les moyens de le faire, ok ? Donc c'est quelque chose qui est dénoncé par ce tract, l'aveuglement un petit peu de la société, d'accord ? Autre chose encore qui est dénoncée par ce tract, c'est l'injustice économique, tout simplement parce que avorter, ça peut coûter cher. L'avortement peut se pratiquer en France, même si c'est illégal, il peut se pratiquer en France. Des médecins le pratiquent, mais par contre, il faut avoir de l'argent pour le faire. Vous pouvez également partir à l'étranger, d'accord, pour avorter. Voilà, ça c'est quand vous voulez être pris en charge dans des établissements par un médecin, voilà, quand vous voulez quelque chose d'assez précis, d'assez bien fait, on va dire, d'accord. Par contre, l'avortement peut aussi se faire un petit peu à la va-vite, par des avorteurs, des avorteuses la plupart du temps, d'accord, qui
pratiquent dans des conditions d'hygiène absolument déplorables les avortements, et donc avec les conséquences qui peuvent s'en suivre pour les femmes, d'accord, qui se font avorter, d'accord. Donc on est vraiment sur une injustice, puisque tu as de l'argent, tu peux avorter dans de bonnes conditions, tu n'as pas d'argent, eh bien, à toi de trouver une solution, d'accord. Voilà. Ensuite, ce tract dénonce également le manque d'éducation sexuelle à l'école. Effectivement, alors aujourd'hui on est très informé de la façon dont ça se passe. Vous avez d'ailleurs des cours d'éducation sexuelle au collège, d'accord, qui permettent d'évoquer certains sujets qui peuvent être tabous au sein de la famille, d'accord. L'école joue donc ce rôle un petit peu là d'éducation, pour savoir comment ça se passe, et puis surtout connaître le fonctionnement des hommes et des femmes, et finalement comment on fait des enfants. C'est bien beau d'en avoir une idée, mais il faut concrètement que ce soit les hommes ou les femmes comprennent comment l'autre fonctionne, d'accord. Donc l'éducation sexuelle à l'époque n'existe pas, et on est donc dans un flou un petit peu, un flou total, d'accord. Et c'est le jour où on se retrouve avec un enfant qu'on se dit ah ça fonctionne comme ça, d'accord. Voilà, on n'est pas à la même époque, on est années 70, donc il faut remettre dans un contexte, d'accord. Dans une deuxième partie, ce tract réclame différentes choses. Il réclame bien sûr le droit à la contraception, le droit à l'avortement, d'accord, bien sûr sous certaines conditions, d'accord. Voilà, il demande comme ça ces deux choses-là principalement, d'accord. Et comme vous le voyez à la fin du tract, il y a les membres fondateurs de cette association Choisir, et vous voyez que donc il y a un homme, Jean Rostand, qui est quand même membre de l'Académie française. Voilà, les hommes aussi soutiennent les femmes dans ce combat. Puis vous avez ensuite Simone de Beauvoir, une écrivain, Gisèle Halimi, une avocate spécialisée là pour le coup dans les droits des femmes. Et voilà, d'accord. Donc voilà, on est dans une situation complexe en 1972, une situation que l'opinion publique ne supporte plus. D'accord. Il va donc falloir encadrer tout ça, légaliser ça. C'est en tout cas ce que l'association, de nombreuses personnes demandent. Mais il va falloir que cette loi soit votée. Et c'est ce qu'on va voir, mais on le verra un petit peu après. D'accord. Donc on va répondre aux deux premières questions qui sont à la page 15, d'accord. Donc la première question est la suivante: à quelle date ce tract est-il publié? Qui en est à l'origine? À l'occasion de quel événement? Et à quelle action incite-t-il? Donc c'est parti. Ce tract est publié en octobre 72 à l'initiative de l'association Choisir. À l'origine de ce tract, le procès de Marie-Claire, 17 ans, qui a avorté après avoir subi un viol, et dans le box des accusés se trouvent 4 autres femmes accusées de complicité. Oui, parce que donc sa mère, l'infirmière, les personnes qui l'ont aidée se retrouvent également sur le banc des accusés. Voilà, elles sont accusées de complicité d'avortement. D'accord. Dans la question 2, je vous demandais quelles injustices sociales dénoncent le tract et quelles revendications porte-t-il et à quel texte répressif fait-il référence. Et bien on va fonctionner par tirer pour cette question. Donc le tract dénonce 2 points. Premier tiré, l'injustice économique. On l'a dit, ça coûte cher si on veut avorter à l'étranger ou même en France dans de bonnes conditions. Deuxième tiré, l'injustice sociale. Ça touche les plus démunis, ce sont souvent les plus démunis qui ont recours. Troisième tiré, l'absence d'éducation sexuelle à l'école. Il n'y en a pas. Et enfin, quatrième tiré, l'aveuglement de la société et de la justice. Voilà. Et deuxième partie de la réponse, toujours dans la question 2, le tract réclame 2 points, 2 tirés cette fois-ci, avec le premier, le droit à la contraception, et deuxième tiré, modification de la loi sur l'avortement. Voilà. Donc je pense que c'est bon, je pense que vous avez le contexte qui est important de comprendre pour
pour cette loi, d'accord. Je vous laisse ensuite prendre le document 2, donc toujours à la page 15, c'est donc la chronologie que je vous ai mis avec quelques dates, donc que je vous laisserai prendre en compte, d'accord. Vous voyez que dans les années 20, la contraception est complètement interdite, d'accord. L'avortement est lui passible de la cour d'assises. C'est pas rien, d'accord. On est sur un crime, d'accord. D'ailleurs en 42, justement, l'avortement est considéré comme un crime d'État, d'accord, au même rang que les meurtres. 56, petite évolution, c'est la création du planning familial. Le planning familial, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un endroit qui existe toujours aujourd'hui. Le planning familial, c'est un lieu où vous pouvez vous rendre, garçon, fille, quel que soit votre âge, majeur, mineur, et où vous pouvez aller poser des questions, demander des renseignements, vous faire accompagner dans tout ce qui concerne particulièrement la sexualité, d'accord. En 1967, c'est la loi Neuwirth sur la contraception. En 1975, justement, c'est la loi Veil, ok. Avec une petite particularité. Prenez donc dans le document 2, 75, loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse sous condition pour une durée de 5 ans. Ça fait partie, c'est une des rares lois à avoir comme une date de péremption un petit peu. Elle est seulement votée pour 5 ans, cette loi, d'accord, puisque le gouvernement, lorsqu'il la vote, ils ont quand même une petite appréhension, d'accord. Ils ont peur que les femmes se fassent avorter beaucoup plus, et donc que la natalité du pays baisse, d'accord, qu'il y ait moins d'enfants. Et on le sait, les enfants, c'est ce qui permet de faire vivre un pays, d'accord. Et du coup, là, c'est une vraie crainte, d'accord. Du coup, date de validité pour 5 ans et on verra plus tard ce qu'on en fait, d'accord. Alors en 1979, cette loi est adoptée de façon définitive, d'accord. Et enfin en 82, l'IVG est remboursée par la sécurité sociale, voilà. Dans la question 3, je vous demandais donc de replacer le document et l'événement dans le contexte de l'époque. Donc je vous demande de replacer le tract, donc l'histoire de Marie-Claire, dans son contexte. Où est-ce qu'on en est à l'époque, Donc le tract, je vous rappelle, date de 72. Okay, donc c'est parti, la société a peu évolué jusque dans les années 60. La loi Neuwirth de 1967 constitue un premier pas. Après 68 et les revendications pour davantage de liberté, le procès de Marie-Claire a un grand retentissement et va faire évoluer la législation vers la dépénalisation de l'avortement. Voilà. Dans le document 3 que je vous ai mis, donc à la page 16, c'est la loi Neuwirth de 1967, justement, c'est cette loi sur la contraception. Je vous laisserai lire les 2 articles, et la contraception, ça permet déjà en grande partie de limiter les avortements. La contraception, on la prend avant, et donc cette loi légalise la contraception. Les médecins peuvent enfin la proposer à leurs patientes, d'accord. Petite particularité qui change quand même d'aujourd'hui, dans la loi de 1967, la contraception pouvait être proposée aux mineurs, oui bien sûr, mais avec accord d'un des parents, d'accord. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, d'accord, il n'y a pas l'obligation d'avoir l'accord des parents, même si vous êtes mineur, pour obtenir un moyen de contraception, d'accord. Par contre, c'est toujours une prescription sur ordonnance qui vous est faite, puisque c'est considéré comme un médicament, ok. Donc voilà, prescription donc, qui doit être faite par un professionnel de santé. Voilà, ça peut être donc un médecin, gynécologue, une sage-femme, etc. D'accord. Question 4. On vous demandait quelle est la situation au regard de la loi des femmes qui souhaitent interrompre une grossesse dans les années 60 et du coup, qu'est-ce qu'apporte la loi Neuwirth? Eh bien c'est parti, dans les années 60, une femme qui veut avorter dépend de sa situation sociale, donc soit elle va à l'étranger, soit elle commet un crime en France. La loi Neuwirth est une mesure préventive avec la vente de contraceptifs sous condition. Voilà. Donc on va
s'intéresser maintenant vraiment à 1974 et à cette loi sur la contraception dite loi Veil, du nom effectivement de la ministre de la Santé Simone Veil qui a fait passer cette loi, d'accord, qui s'est battue pour cette loi. Alors Simone Veil, elle a un parcours assez particulier quand même, puisque elle a été déportée à l'âge de 17 ans dans les camps d'extermination, d'accord, et elle a été à Auschwitz, d'accord, Simone Veil, d'accord. Donc c'est une rescapée d'Auschwitz, elle s'en sort, hein, elle est libérée lors de la libération. Elle fait une carrière dans la magistrature en tant qu'avocate, puis elle devient ensuite ministre de la Santé en 1974. Donc vous voyez quand même un sacré parcours, hein. Donc elle fait voter la loi sur l'IVG et ensuite toute sa vie Simone Veil va se battre pour réunifier l'Europe. L'Europe a été déchirée, hein. Elle a vécu la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, une Europe déchirée, et ça elle ne le veut plus. Elle souhaite donc agir pour réunifier l'Europe et elle va vraiment s'investir dans l'Union européenne et elle va d'ailleurs devenir présidente du Parlement européen en 1979, d'accord. Donc elle a un parcours très particulier, c'est vraiment une femme avec beaucoup de conviction, hein. Du coup, question 5, c'était une petite question vraiment pour évoquer justement le parcours de Simone Veil. Quels éléments biographiques font de Simone Veil un personnage politique hors du commun? Là, c'est parti. Donc après avoir connu les camps de concentration, elle défend les grandes causes de son époque grâce à sa nomination au ministère de la Santé et elle fait voter la loi sur l'IVG. Européenne convaincue, persuadée que l'Europe c'est la paix, elle devient députée du Parlement européen avant d'en prendre la présidence. Voilà. Alors, il nous reste deux documents à étudier pour ce cours, hein. Le document 5, c'est le débat justement qui a lieu à l'Assemblée nationale, hein, donc entre Simone Veil et les autres membres de cette Assemblée nationale, devant les députés, d'accord. Donc Simone Veil, elle défend cette loi, hein, ce projet de loi sur l'avortement. Et en fait, ce qu'elle va dire, je vous laisserai lire le document 5, hein, d'accord. Il est en deux parties. Une première partie, c'est Simone Veil qui prend la parole, et dans une deuxième partie, c'est un député, Jean Foyer, qui prend la parole, d'accord. Donc Simone Veil en faveur de l'avortement, Jean Foyer contre, je vous ai mis les deux parties, d'accord. Simone Veil, donc, elle va dire l'avortement doit être légalisé. Pourquoi? Parce que ça existe. L'avortement en France existe, il faut arrêter de se voiler la face, il existe. Des femmes se font avorter, des médecins pratiquent l'avortement, il est organisé des excursions à l'étranger pour que les femmes françaises puissent avorter. Elle dit donc qu'on est dans une situation totalement aberrante. Il faut donc légaliser, encadrer pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, d'accord. Jean Foyer, lui, n'est pas d'accord avec Simone Veil, avec ce projet de loi sur l'avortement, puisque pour lui, l'avortement c'est commettre un crime, d'accord. Il dit que tout enfant, même simplement conçu, hein, donc la notion d'embryon, d'accord, a le droit à la vie, d'accord. L'embryon est un enfant a le droit à la vie au même titre qu'un être humain, d'accord. Donc voilà, pour lui c'est un meurtre que l'avortement, ok. Donc cette loi, la loi Veil, hein, la loi sur l'avortement, va donc être votée bien sûr, et il y aura des conditions bien sûr, c'est pas n'importe comment. Une des conditions, ça va justement être le temps, d'accord, jusqu'à quand est-ce qu'on peut avorter. Donc en France, et je dis bien en France parce que c'est pas le cas dans tous les pays, même dans tous les pays d'Europe, d'accord, l'avortement en France est possible jusqu'à la 12e semaine, hein. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est possible jusqu'à la 12e semaine de grossesse, voilà. Il y avait donc
Question pour ce document. Relevez les arguments de Simone Veil et de l'un de ses opposants lors du débat à l'Assemblée et dites quelle est leur position respective. Et bien c'est parti. Simone Veil met en avant le fait que la loi soit bafouée. Deux points, des médecins pratiquent l'avortement, il faut donc légaliser cela. De plus, les femmes concernées trouvent de façon illégale des solutions à l'étranger. Et enfin, Jean Foyer combat le projet de loi en fondant son argumentation sur le droit à la vie, y compris celui de l'embryon. Voilà. Dernier document qui est une affiche qui date de 1979, une affiche du planning familial avec ce slogan « Un enfant si je veux, quand je veux ». Le droit à disposer de son corps de la femme est un combat qui date fin des années 60, début des années 70 et qui a toujours lieu aujourd'hui, d'accord. Mais en tout cas en 1979, le combat prend une nouvelle forme. Rappelez-vous, 79, si vous référez au document 2, la chronologie que je vous ai mis, je vous avais dit que la loi Veil n'avait été votée que pour une durée de 5 ans. Il faut donc, en 1979, faire attention parce qu'il faut que la loi passe, d'accord. Donc les mouvements féministes se rassemblent, d'accord, et voilà, continuent à se mobiliser pour ce projet de loi, d'accord, pour que la loi soit adoptée de façon définitive, d'accord. C'était donc la question 7 qui vous était posée. J'ai pas mis de ligne, il manque 2 lignes, d'accord. Juste sous la fiche, d'accord, vous avez la question 7. À l'aide du document 2, dites pourquoi en 1979 le planning familial continue à diffuser ce type d'affiche. Eh bien, je vais rapidement pour que vous ayez quand même la place. La loi sur l'IVG de 1975 n'est votée que pour 5 ans. Il faut donc se mobiliser pour son adoption définitive. Et voilà donc pour ce cours sur l'IVG, vous avez, je pense, une bonne vision de cette loi, du combat et jusqu'à la loi 1974 et 79, l'adoption définitive de la loi. D'accord ? Prochain cours, ce sera sur les inégalités qui continuent d'exister entre les hommes et les femmes, d'accord ? Même aujourd'hui encore en 2020, mais ça sera pour le prochain cours. Voilà.